Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes. Et pour le compte de cette journée de lundi 4 février 2019, nous recevons pour vous ce matin un acteur de la société civile. Mais avant de l'introduire ou de vous l'introduire, tout très rapidement, Liberté dans les kiosques ce lundi écrit « Quel sort pour les ex-détenus dans les affaires des incendies des marchés de Kara et de Lomé. NCA Togo, projet de licenciement pour motif économique. Le Simbank désavoue la direction générale et pointe du doigt la gouvernance. Intervention au Togo pour Louis Michel. La CEDEAO a bien travaillé avec grande objectivité. Et la caricature à la une, en tout cas, vous la découvrirez à la page 3. Kara, un projet d'approvisionnement en eau potable après 50 ans de règne, s'exclame le journal. Et autre parution avec nous, économie et développement de Joseph Gada, le journal écrit réduire la pauvreté par le commerce, cadre intégré renforcé, un investissement de 3,8 milliards de francs CFA pour réduire la pauvreté par le commerce au Togo. Autre article à découvrir également, Ati Jawarifa Bank décrypte les perspectives économiques de 2019. Le monde, l'Afrique, le Maroc, quelles perspectives pour 2019? Avec nous également dans les kiosques ce lundi, Togo Matin. Togo Matin qui écrit électrification par le solaire. Le gouvernement togolais se dote des moyens de sa politique. Après 14 ans après sa disparition, le président Eyadema reste un modèle de paix. Écrit donc le journal à la page 3. Plusieurs messes dites en sa mémoire. Et ce sera demain 5 février, donc le jour anniversaire du décès du feu général, en tout cas du décès de Eyadema, le président Gnassingbé Eyadema. À l'étranger, le journal écrit Côte d'Ivoire, la liberté totale de Gbagbo et Blé Goudé désormais entre les mains de Bensouda. Et autre article toujours à la une de cette parution éditoriale 13 janvier, 24 janvier, 2 février, la rupture. Vision d'Afrique aussi dans les kiosques ce matin, le journal écrit présidence de l'Université de Lomé, le professeur Kokoroko rend un vibrant hommage au professeur Charles Debache. Il y a 14 ans, le père de la nation tirait sa révérence et dit tendance qui façonne le secteur de l'énergie en Afrique en 2019, l'avancement de nouveaux projets d'exploration et de production en Afrique de l'Ouest et de l'Est reste de mise. Et autre article à découvrir, président de l'Assemblée nationale, Tchegan Yawa Djigbori Chantal, une fée toute trouvée. Avec nous également dans les kiosques ce lundi, le correcteur qui écrit indépendance sous contrôle, la Cour suprême du Togo, les 500 dossiers et le financement de l'Union européenne. Feuilleton Bonfo Tama autour de la comédie électorale, la consécration d'une république dépravée. Quelle gloire face à la libération des otages politique. Situation sociopolitique au Togo, les 4 vérités de Monseigneur Bodzro. Pour la qualité des offres de formation universitaire, IPM Togo conclut une convention de partenariat avec 2 universités canadiennes. Et autre article, campagne d'évangélisation, Daniel Kolenda à Lomé pour guérir, armer et sauver des âmes pour Christ. Et c'est le remplaçant de Renard Bonquet, l'évangéliste allemand qui est pour le temps venu au Togo. Et enfin, Innove Africa, il y a 14 ans, le père de la nation tirait sa révérence. Gnassingbé Eyadema, acquis inaliénable de tous les Togolais. Et le journal écrit également Sénégal qui pour succéder à Macky Sall. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM.
Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, je l'avais dit, vous y êtes, nous y sommes. Et ce matin, nous recevons pour vous le président de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Alors, Maître Agbogan Célestin, bonjour. Bonjour Joachim, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Victoire FM. Merci d'avoir accepté ou de répondre favorablement à notre invitation pour aider les Togolais à cerner le fond de beaucoup de sujets ce matin. C'est moi qui vous remercie pour l'importance que vous accordez aux droits humains et à nous, organisations de la société civile, et aussi aux questions relatives à la justice et aux droits dans notre pays. Voilà. Et la Ligue togolaise des droits de l'homme, voilà, vous êtes là et vous défendez toujours, vous êtes avant-gardiste bien sûr de la promotion des droits de l'homme dans notre pays depuis les années 90 à ce jour. Et vous ne vous fatiguez jamais. Mais voilà, plusieurs détenus, d'abord 454, ont recouvré leur liberté suite à une grâce présidentielle, et la semaine dernière, c'est 44 également qui ont été libérés, dont 18 ont recouvré la grâce présidentielle et 26 mises en liberté provisoire. Comment trouvez-vous ces initiatives prises par le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement? Oui, d'abord nous allons faire la part des choses. Il y avait une centaine qui ont bénéficié de la grâce présidentielle et qui concerne seulement les détenus de droit commun. Oui, bien sûr. Les détenus de droit commun. Et vous savez, je ne sais pas. Ils étaient 454. Le chef de l'État a le pouvoir souverain en sa qualité du premier magistrat de la République. Et c'est lui seul qui a ce pouvoir-là d'user d'une grâce présidentielle. C'est pourquoi on l'appelle d'ailleurs grâce présidentielle. Et donc il a fait en tenant compte de certaines raisons que nous ignorons pour ce qui concerne précisément les détenus de droit commun, les 454 dont vous venez de parler. Et donc là, les conséquences, nous l'avons également vu. Et donc c'est pour ça que je ne dis pas, moi personnellement j'ignore les raisons qu'ils ont, mais quand même c'est une bonne initiative ou une bonne décision prise par le chef de l'État de mettre en liberté certaines personnes, parce que il se pose d'abord dans notre pays un problème de la lenteur de la justice. Il y en a beaucoup qui sont en détention pendant plusieurs mois, plusieurs années, et avant d'être jugés. Et il y a d'autres qui sont en détention préventive et dont leur dossier n'évolue pas. Ce qui fait que il y a une surpopulation des milieux carcéraux. On ne fait pas vraiment la part entre les détenus préventifs, ceux qui sont en détention préventive, et ceux qui sont jugés pour de petits délits, et ceux qui sont jugés pour des crimes. Ce qui fait que lorsque vous êtes délinquant mineur, vous allez en prison, vous pouvez, si vous ne faites pas attention, sortir devenir un brigand, ou bien du moins vous aurez, si vous ne faites pas attention, vous aurez acquis les qualités entre guillemets de devenir un grand bandit, ce qui n'est pas intéressant. Oui. Sur d'autres sujets, il y a ce qu'on appelle la maison d'arrêt. La maison d'arrêt, là, ce n'est pas la prison, c'est pour ceux qui sont en détention préventive et qui attendent d'être jugés. Et maintenant, lorsque vous allez à la prison, il y a un quartier spécial pour les personnes, les criminels qui sont condamnés, et il y a un quartier également pour donc autrement dit, on fait dans ces cieux, d'autres cieux, on fait la part des choses en mettant les grands bandits ensemble, ceux qui ont commis des délits mineurs se retrouvent également, et ceux qui sont en détention préventive ont également leur maison que vous avez qualifiée de maison d'arrêt à part. Oui, parce que là, vous savez, il y a des gens qui en prison continuent par commettre des infractions. Il y a des gens qui continuent par escroquer depuis la prison. Nous avons eu des témoignages par rapport à cela. Les gens utilisent leur portable
pour escroquer, pour dire à d'autres qui sont à l'extérieur, ils sont dans tel pays et qu'ils ont une personne qui est en détention et donc ils voudraient quand même que vous l'aidiez à soutenir la personne en question en lui donnant un certain montant pour bénéficier de sa mise à liberté provisoire et que à son retour, ou bien lui va vous envoyer les fonds en question par Western Union ou partout. Donc il y a des gens qui ont été victimes de ces choses-là. Il y a des gens même en prison qui exercent des violences sur d'autres et qui même volent. Il y a des voleurs, des gens qui volent au sein de la prison. Vous êtes jeté en prison et vous volez encore au sein de la prison. Oui. Il y a le cas de Mécène Kokoroko qui a été volé. Bon. Oui. On lui a volé les effets? On a volé de l'argent à la prison. Et ça, c'est le dernier cas dont moi j'ai été informé. Il y a des brigands dans la prison qui continuent pas à commettre des infractions. Et ces gens-là, ils sont heureux quand ils sont en prison. Lorsqu'on les met en liberté, rapidement ils reviennent. Vous avez eu des exemples tout dernièrement lorsque les 450 ont été libérés. D'autres ont récidivé et rapidement ils se sont retrouvés à la prison. Parmi les 454, certains ont automatiquement commis encore des délits. C'est clair. Ils sont retournés en prison. Oui, pour la plupart des cas, je l'ai appris sur vos médias. Alors, maître Agbogan Célestin, quand on dit que même en prison, il y a des gens qui commettent des violences, il y a des gens qui volent et tout, ce qui voudra dire on n'est pas en sécurité quand on est en prison? Oui, on n'est pas vraiment en sécurité, on n'est pas du tout en sécurité, j'ose dire. Parce que là, lorsque on fait la part des choses, si on distingue des gens, je crois que peut-être que les bandits vont se retrouver entre eux et donc il n'y aura pas vraiment un plus fort ou un plus faible. En ce moment-là, je crois que ça peut résoudre les problèmes. Je crois qu'il faut qu'il y ait nos autorités pénitentiaires organisent vraiment la sécurité au sein des prisons. Sinon, il y en a pas. Est-ce que le Togo dispose des moyens pour pouvoir sécuriser les prisonniers? On doit le faire. On doit trouver les moyens. On doit trouver les moyens. Auquel cas, on n'a pas de justice. Dans le cas contraire, on n'a pas de justice. Et si on n'a pas de justice, vous savez que, bon, il se pose un problème de gouvernance, il se pose un problème de... Donc, pour être crédible, il faut que la justice soit vraiment une justice, je dirais, parfaite. C'est vrai que la perfection n'est pas de ce monde, mais on doit œuvrer à ce que la justice soit parfaite. En ce moment-là, tout le monde se sentira en sécurité et les opérateurs économiques aussi n'auront pas n'hésiteront pas à investir dans nos pays. Maître Agbogan Célestin, nous parlons bien sûr des questions relatives au milieu carcéral. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par la détention préventive? Oui, la détention préventive, c'est une mesure qui fait suite à un mandat de dépôt et qui est décerné par soit le procureur de la République ou son substitut, soit le juge d'instruction. Et ça permet de garder la personne dans une maison d'arrêt en attendant d'être jugée. C'est-à-dire qu'on estime que cette personne-là, lorsqu'elle est en liberté, ça pouvait, d'une part, mettre en danger son entourage, son environnement, ou la victime, ou les proches de la victime, puisque lorsque une personne est appelée à répondre des actes ou est poursuivie, c'est parce qu'il a commis un délit. Et par rapport à ce délit-là, il y a quand même une victime. Donc ça veut dire que c'est pour protéger d'abord la victime, parce que la personne peut être dangereuse pour cette victime-là, ou bien c'est pour éviter que cette personne-là n'élimine pas les traces relatives aux preuves, les moyens de preuve. Faire disparaître disparaître, voilà, les éléments de preuve. C'est-à-dire que lorsque la personne est à liberté, il peut tout de suite flouer les pistes, brouiller les pistes, et donc la justice ne sera pas vraiment en mesure de procéder à la manifestation et que la manifestation de la vérité. Donc on le garde et lorsqu'il est en détention, donc c'est comme si il est à la disposition de la justice qui peut la retrouver à tout moment. Donc on parle de détention préventive,
c'est qu'il est en détention pour le moment, sans être condamné, sans être jugé, mais il est en détention. C'est une prévention, comme on l'a dit, c'est pour prévenir certaines choses. Voilà, c'est pour prévenir certaines choses. Mais est-ce que ça commence depuis la détention au niveau du commissariat ou de la gendarmerie, ou bien c'est forcément la personne est dans une maison d'arrêt? Oui, il est dans une maison d'arrêt au Togo, c'est la prison. Il est là-bas. Mais ça ne commence pas par la police ni la gendarmerie. Oui, parce qu'on garde des gens à la police ou à la gendarmerie, à la gendarmerie pendant 3 jours, bien quelque chose comme ça. Oui, on appelle cette étape-là la garde à vue. La garde à vue. Oui, parce que lorsque vous êtes interpellé par la police judiciaire, et l'enquête a déjà commencé, donc vous êtes déjà poursuivi. Donc c'est cette police-là qui fait un travail préalable. Et lorsqu'on estime qu'il y a des éléments qui sont quand même concordants et qui peuvent vous amener et qui peuvent justifier les faits qu'on vous reproche, en ce moment-là, on vous amène. D'abord, on doit vous amener au parquet, c'est le parquet qui apprécie. Et on vous défère devant le parquet. Et c'est le parquet, ou si c'est le juge d'instruction, il y avait déjà une information qui est ouverte, non, qui décerne un mandat de dépôt. C'est à la suite de cela que vous pouvez aller en prison ou en détention préventive. Donc, on vous défère devant le parquet. On ne défère pas quelqu'un à la prison. L'expression déférer à la prison, ça n'existe pas. Oui. On ne dit jamais la personne est déférée à la prison. La personne est déférée au parquet ou devant le procureur. C'est le procureur qui est le chef du parquet. Donc, on dépose à la prison. Donc, quelqu'un ne peut pas quitter directement la police ou la gendarmerie pour aller à la prison. Il doit passer nécessairement au parquet. Obligatoirement. La seule personne qui décide de mettre à prison, c'est le procureur ou sa substitut ou le juge d'instruction. Point. Oui, mais même si la personne est recherchée, on ne l'a plus jamais retrouvée, mais les forces de sécurité arrivent à l'intercepter et à l'interpeller quelque part. Est-ce que, nuitamment, on doit passer par le juge ou bien le parquet avant de le déférer? Absolument. D'ailleurs, même avant d'interpeller, d'habitude, avant d'interpeller, on informe le procureur. Même si on ne le fait pas avant, une fois que la personne est interpellée, les minutes qui suivent, le procureur doit être informé. Par téléphone? Par téléphone, s'il le faut. C'est-à-dire que par téléphone, au moins en attendant. Mais il y a des cas dans ce pays-là, plusieurs cas, surtout ces derniers temps-là, où la police interpelle, où on va même de nuit, on passe par les toits, on va prendre quelqu'un, vous appelez le procureur dit qu'il n'est pas informé et qu'il vous revient. Qu'il va d'abord s'informer et qu'il va vous revenir. C'est grave pour la justice. Ça ne se fait pas comme ça. Parce que l'officier de police judiciaire... C'est grave pour la justice alors que c'est des mesures de sécurité ou bien pour des raisons de sécurité. Pour des raisons de sécurité, à partir du moment où on a déjà interpellé la personne, est-ce qu'il se pose encore un problème de sécurité? Lorsque la personne est interpellée et entre les mains de la police, c'est fini, informer le procureur. Le procureur, c'est le chef. Il est le supérieur hiérarchique de l'officier de la police judiciaire. C'est le parquet, c'est le procureur. Donc on ne peut pas interpeller quelqu'un à qui on entend, contre qui on entend engager une procédure judiciaire sans que le procureur ne soit informé dans les premières minutes. Maintenant, est-ce que les OPJ sont sous l'ordre du parquet, c'est-à-dire du procureur? Oui, absolument. Ils sont dans le OPJ, comme on le dit, officier de police judiciaire, c'est pour une enquête judiciaire. Ils sont formés pour ça. C'est leur rôle. Donc, lorsque on interpelle quelqu'un, c'est pour ça, souvent, lorsque on va interpeller quelqu'un dans des conditions assez rocambolesques, nous disons que c'est un enlèvement. Ce n'est pas une interpellation. En ce moment, vous parlez d'enlèvement. D'enlèvement. On ne peut pas parler d'interpellation régulière, surtout pour les cas où le procureur n'est même pas informé. Le cas d'un imam qu'on a interpellé, un imam, non, un responsable de PNP qu'on a interpellé de nuit, on est passé par les toits, tout ça là, le procureur dit qu'il n'est pas au courant. Quand vous l'avez appelé? Oui, il y a le cas de... Ça dit que parfois, lorsque vous appelez le procureur, lui-même il est dépassé. Donc c'est-à-dire que tous nos magistrats, en réalité, c'est de bons magistrats.
ils connaissent la loi. Lorsque vous les appelez dans certains cas, ça dit qu'eux-mêmes, ils ont envie de pleurer pour la cause pour laquelle vous les appelez. Parce qu'ils savent que les gens là, ils n'ont pas bien fait leur travail. Donc, ça dit que parfois on estime que pour des raisons d'État, je ne sais pas de quel État il s'agit. Ah oui, et on interpelle. Regarde les conditions dans lesquelles on a interpellé Asiba Johnson. On l'a pris seulement dans la rue comme ça. Et rapidement, on est allé à son siège. Et on a fracassé les portes. Regarde les conditions dans lesquelles on a interpellé Messin Kokoroko. On est allé, il était dans sa chambre, on a fracassé. Il y avait du sang qui coulait partout. Et dans sa chambre, moi je suis allé voir après. Donc, en tant que de ses conseils. Oui, vous voyez, donc ça dit que lorsque ça se passe comme ça, on a l'impression qu'on n'est pas dans un état de droit. Parce qu'un état de droit, c'est un état dans lequel oui, alors, non seulement il y a les textes de loi, mais ils sont respectés. Oui, Maître Agbogan, quand il s'agit, j'ai posé tout à l'heure la question, quand il s'agit des questions de sécurité ou affaires d'État, faut-il forcément informer le procureur ou le parquet avant d'aller interpeller, ou on doit interpeller et puis informer le procureur? Oui, en principe, avant d'engager une procédure judiciaire, il faut que le procureur soit au courant. Mais lorsqu'on parle de raison d'État, je ne sais pas ce que ça comporte, cette notion, réellement. Maintenant, peut-être que ça suppose qu'il y a eu extrême urgence et que si on prend la peine d'informer quelqu'un, ça risque de donner lieu à une fuite et que l'enquête serait compromise. À ce moment-là, lorsqu'on interpelle la personne, dans les minutes, sur les lieux même, dans les minutes qui suivent, dans les secondes même qui suivent, on doit informer le procureur. Nécessairement. Oui, lorsqu'on estime que pour des raisons d'État ou pour telle ou telle raison, on ne peut pas le faire avant d'informer le procureur, il faut que juste après le procureur en soit informé. Des gens sont interpellés, des heures après, le parquet n'est pas informé. Oui, une fois interpellé, est-ce qu'on doit conduire la personne devant le parquet ou bien garder à la gendarmerie, garder au commissariat ou peut-être dans d'autres services, par exemple l'ANR ou le SRI, etc. En réalité, l'unité qui interpelle peut garder la personne pour les raisons d'enquête préliminaire. Oui. L'enquête préliminaire est menée par la police judiciaire. Et donc, lorsque cette enquête, pour les nécessités de cette enquête, il y a une période que nous appelons la garde à vue, 48 heures, renouvelable 48. Et pour d'autres mesures, le juge et le parquet peut autoriser que ça dépasse les 48 heures fois 2. Donc, c'est nécessaire. Cette enquête préliminaire. Parce que ça peut aboutir. L'unité qui a interpellé peut garder la personne ou bien, disons, le prévenu pour au moins 48 heures, renouvelable plusieurs fois. Oui, parce que parfois, il y a d'autres. Ce n'est pas l'unité qui poursuit, qui interpelle. Une autre unité peut le faire. Et donc, ça doit revenir de toutes les façons. Il faut que la personne soit gardée à vue pour un temps. Pour les besoins de l'enquête préliminaire. Et maintenant, parce que l'enquête préliminaire peut aboutir, peut donner lieu à, ça peut aboutir à une conclusion selon laquelle la personne n'est pas impliquée, n'est pas du tout impliquée. Et dans ce cas, qui le libère? Qui procède à sa libération? C'est le procureur. On peut le faire, sauf si ça dépend des infractions. Si, par exemple, c'est entre vous et moi, et il y a eu un problème où nous pouvons régler. Nous pouvons régler à l'amiable devant la police judiciaire, et qui informe le procureur, et on peut nous libérer là-bas. Parfois, on peut nous conduire chez le procureur, et avant que le règlement ne se fasse, ou que le règlement soit entériné si elle a déjà commencé. S'il a déjà commencé. Et quand la personne interpellée ou bien le prévenu se retrouve devant l'unité qui l'a interpellé pour des raisons d'enquête, etc., comme vous venez de le dire, est-ce qu'on peut procéder à des extorsions d'aveux ou de mots pour pouvoir essayer d'aider la police judiciaire à comprendre ce qui s'est passé? Oui, en réalité, on ne doit pas obliger quelqu'un à dire ce qu'il ne veut pas dire. Lorsqu'on l'oblige, ça donne lieu à des mesures, à des traitements cruels et inhumains ou dégradants. Parce que lorsque la personne
Parce que parfois dans nos centres de détention, de police, on utilise des moyens, des méthodes de violence pour, comme tu l'as dit, pour extorquer, pour obliger la personne à avouer, entre guillemets, parce que parfois... Non, pas avouer, mais à dire la vérité. Peut-être c'est pourquoi on l'a interpellé, mais à un moment donné, il refusait de parler. Oui, pourquoi? Parce que parfois, c'est vous qui pensez que la personne n'a pas dit la vérité. On ne peut pas obliger quelqu'un à dire la vérité par violence. On ne peut pas l'obliger par violence. Lorsqu'on le fait, c'est la torture. C'est la torture. Ou les autres formes de traitement cruel et dégradant qui sont condamnées par la loi. Et donc, vous pouvez procéder d'une manière ou d'une autre pour amener la personne à dire la vérité. À coopérer avec vous. À dire la vérité. S'il ne le dit pas, la justice est là, la justice se poursuit. Jusqu'à... Bon, soit on ouvre une information et avec le procès, on saura où se trouve la vérité. Il y a plusieurs mesures. On peut faire des enquêtes, on peut faire oui, pas ils ont les mécanismes, les moyens, les méthodes, les stratégies pour pouvoir pousser la personne à dire la vérité sans traitement inhumain et dégradant. Oui. Comme vous l'avez dit. Alors, maître, est-ce que par moment... Et la loi dit, lorsque il y a un petit doute, la personne, on peut supposer que la personne, il peut être criminel, il peut avoir tué. Oui. Mais lorsqu'il y a un petit doute sur sa participation à l'acte criminel, on le libère. Parce qu'il vaut mieux laisser 100 criminels en liberté que de punir un seul innocent. Un seul innocent est plus cher pour la société que 100 criminels qui sont restés impunis. Pourquoi? Un seul innocent puni. Oui. Lorsque vous êtes innocent, on vous punit. Monsieur Georgien, vous n'avez rien fait. Mais on vous met en prison. C'est grave. C'est grave pour l'humanité que 100 criminels qu'on ignore. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment si c'est eux qui ont fait. Mais ils sont en liberté. C'est mieux. Alors que l'innocent est puni. Vous voyez? Il faut mieux laisser les criminels, si on ne les connaît pas, en liberté, que d'aller punir un innocent. C'est pour ça qu'on a dit, le simple doute doit profiter à la personne poursuivie. Alors, ces temps-ci, ou bien disons, il y a quelques semaines, on constatait que la police ou la gendarmerie faisait des rafles la nuit et tout, et on arrêtait plusieurs personnes, on les conduit à la gendarmerie, et puis le lendemain ou quelques jours après, on procède à leur libération. Est-ce que le procureur doit être tenu informé par rapport à ces cas aussi? Oui, en principe. Parce que lorsqu'on interpelle quelqu'un pour une raison ou une autre, le parquet doit être informé. Parce que lorsqu'on garde la personne, c'est pourquoi? C'est pour une raison. C'est pour une enquête judiciaire. On ne peut pas garder quelqu'un comme ça. Lorsqu'on prend la personne, on le garde comme ça, c'est un enlèvement. Donc ça ne répond plus à aucune justice, ou à aucun droit, ou à aucun test de loi. Est-ce que la loi permet au procureur de s'inviter dans cette affaire ou bien de s'ingérer si il n'est toujours pas informé, mais étant informé, il n'est toujours pas informé par ceux qui ont interpellé, mais il a eu quand même des échos par d'autres canaux. Oui, il y a des cas, il y a plusieurs cas où le procureur n'est pas informé lorsqu'on le saisit, mais il intervient rapidement. Je vous dis, au parquet, vraiment, ils sont très efficaces et très habiles, disponibles pour ça. Même les dimanches, vous appelez le procureur de la République. Nous, ça nous arrive. D'accord. Nous appelons le procureur, il va aux informations, il nous revient tout de suite. Dans les mesures de détention, vous avez parlé dans un premier temps. C'est le lieu d'arrêt de leur rendre vivant hommage par rapport. D'accord. Dans un premier temps, vous avez parlé de garde à vue et il y a aussi la détention préventive. Maintenant, quand la personne est jugée condamnée ou peut-être elle n'est pas jugée ni condamnée, on parle par moment de liberté provisoire, de liberté conditionnelle. Alors, liberté provisoire, qu'est-ce que ça voudrait dire? Oui, la liberté provisoire, comme son nom l'indique, ce n'est pas une liberté définitive. Vous êtes provisoirement libéré. Et parce que là, comme j'ai dit, la détention préventive, oui. On parle de liberté provisoire pour quelqu'un qui est en détention préventive. Comme je l'ai défini ou je l'ai expliqué tout à l'heure, la personne en détention préventive pour être à la disposition de la justice, pour les besoins de l'enquête. Lorsqu'à un moment donné, on estime que cette détention n'est plus nécessaire pour la manifestation de la vérité, le juge peut ordonner
la mise en liberté provisoire. Ça veut dire que vous êtes libre de vos mouvements. C'est vrai qu'il y a quelques restrictions. Oui. Pour que vous ne preniez pas la clé des champs. Mais vous êtes quand même à liberté, vous êtes libre de vos mouvements. Vous n'êtes plus dans une maison d'arrêt, dans une maison d'arrêt ou en prison. Vous pouvez vaquer librement à vos occupations. Mais à chaque fois que le juge a besoin de vous, puisque l'enquête se poursuit, et ça veut dire que plus tard, vous serez vous serez jugé. Lorsque le juge d'instruction qui vous a mis en liberté provisoire estime que il y a lieu d'aller au procès. D'aller au procès, donc, en ce moment-là, vous serez convoqué. En ce moment, on vous jette encore en prison ou bien vous serez simplement invité au prétoire pour essayer de vous expliquer. Non, lorsque c'est des infractions autres que les crimes, les crimes de sang ou les crimes économiques. Oui. Donc, lorsqu'il s'agit de ces cas-là, et vous êtes on vous prend, on vous garde pour les jours, quelques jours avant le procès, en assise. Voilà. Oui. Et pour que vous soyez à la disposition de la justice durant le procès, et c'est après ça. Mais pour les autres délits, non, vous quittez la maison, vous venez, vous comparaissez, on vous juge, et si vous êtes condamné, bon, vous retournez. Mais si on m'invite et je refuse. Si vous refusez, on va vous prendre par force. Ah bon? C'est clair. On vous a libéré provisoirement. Provisoirement. Mais lorsque vous résistez, on vous montre que vous n'êtes pas la force reste toujours à la loi. Oui, justement. Alors, président, maître Agbogan, président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, vous êtes également avocat au barreau de Lomé. Alors, si nous sommes dans le schéma de la liberté provisoire, est-ce que au jugement, quelqu'un qui a déjà recouvré sa liberté provisoire peut être encore jeté en prison? Oui, justement. Ça dépend. Lorsque, par exemple, du procès, ou bien à l'issue du procès. Oui, à supposer que la peine maximale ou la peine prévue, c'est 3 ans. Vous avez fait, bon, disons 1 an avant qu'on ne vous mette en liberté provisoire. Et qu'à l'issue du procès, on vous condamne à 2 ans par exemple, ou à 3 ans. Vous retournez, vous complétez. C'est le reliquat que vous devez. Oui, c'est comme ça. Lorsque vous êtes condamné, vous allez terminer. Donc celui qui a été mis en liberté provisoire ne doit pas se réjouir que tout est déjà fini? Oui, sauf s'il ne se reproche rien. Sauf si sa conscience est libre. Oui, dans ce cas. Mais dès que le procès le condamne. Le procès le condamne. S'il n'a pas fait, s'il n'a pas encore purgé cette peine-là, en détention préventive, s'il n'a pas fait encore cette durée pour laquelle en fait, la durée de la condamnation qui est prononcée contre lui, il retourne en prison et il va pour purger le reste de sa peine. De sa peine. Et donc la mise en liberté provisoire, c'est le juge d'instruction qui l'ordonne. C'est le juge d'instruction qui l'ordonne. Ou le juge, mais la dernière fois, lorsqu'il y a un procès. Oui, mais la dernière fois, le gouvernement enjoint quand même ce juge-là de procéder à ces libertés provisoires. Oui, le gouvernement enjoint. Oui. Bon, il a instruit, on dirait. Oui. Le gouvernement ou le chef de l'État ou le garde des Sceaux ne pouvait jamais donner d'instruction au juge d'instruction. Jamais. Ni lui enjoindre, c'est pire encore. Ah bon? Oui, c'est comme ça. C'est pour ça, nous on s'est réjouis en tant que conseil de Vincent Kokoroko et de Esa Joseph de leur mise en liberté. Mais la seule personne qui a autorisé, qui a donné la mise en liberté provisoire, c'est le juge d'instruction. C'est lui qui a signé. Ce n'est pas le chef de l'État qui a signé. Non, c'est lui qui a signé. Cependant, mais le Conseil des ministres, pour des mesures d'apaisement, on a décidé, alors monsieur le juge, faites ci et ça. Oui, finalement, comment on peut comprendre cela? Oui, on peut comprendre que c'est un dossier politique. Voilà. Ce dossier-là, la détention de Esa Joseph et de Vincent Kokoroko, c'est une détention politique. C'est-à-dire que c'est le politique qui a décidé de le mettre en prison. De les mettre en prison, on les a mis en prison. C'est le politique qui a décidé qu'ils soient libérés et ils sont libérés. Automatiquement, tu as vu, non? Puisque en réalité, lorsque les personnes sont en détention préventive et dont le dossier est en instruction, c'est le juge d'instruction qui doit autoriser. Dites-vous que ils sont des détentions politiques ou bien ils sont détenus politiquement alors que les juges disent qu'ils ont commis des délits?
Oui, ils sont en détention préventive, on est d'accord. Oui. Maintenant, vous savez, entre-temps, les avocats ont demandé la mise en liberté provisoire. Le juge d'instruction était favorable. Mais c'est le parquet qui a rejeté, qui s'y est opposé. Là, vous faites allusion au procureur. Le procureur. Puisque c'est lui qui représente le gouvernement. Oui. Et le parquet, parmi dans l'ordonnement judiciaire, c'est le parquet, c'est le seul parquet, c'est le procureur, c'est eux seuls qui reçoivent les instructions du garde des Sceaux, et donc du gouvernement, et donc du chef de l'État. Oui, selon la loi, ils peuvent recevoir des instructions. Oui. La loi l'autorise. Oui. Donc, s'il faut libérer, à supposer que les personnes étaient entre les mains du procureur, et on dit le chef de l'État a donné l'instruction pour les libérer, le procureur les libère, c'est normal. Et c'est ce qu'il fit faire la dernière fois. Non, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qui a été fait? Ils étaient entre les mains du juge d'instruction. C'est le juge d'instruction. Le juge d'instruction, c'est un substitut, il dépend aussi du procureur. Non, voilà, il faut que je vous explique. Il faut que je vous explique. Le juge d'instruction, oui, c'est un juge indépendant, très indépendant, plus qu'indépendant du pouvoir central. Très indépendant. C'est-à-dire qu'il prend une décision là. Et il doit la prendre en son âme et conscience, libre de toute contrainte. Le juge d'instruction, c'est un juge de siège, ce n'est pas un juge du parquet. C'est un juge de siège. Et c'est lui qui fait tout ce qui concerne l'information. Il travaille étroitement avec le procureur de la République. Il ne travaille pas étroitement. Ah. Dans un procès pénal, le procureur de la République est parti au procès. Si nous prenons le cas de Médecin Kokoroko et de Joseph Eza. Médecin Kokoroko et Joseph Eza sont partis au procès. Leur adversaire, c'est le procureur. D'accord. Donc les deux sont partis. Donc la personne qui est le juge qui doit trancher entre les deux, qui doit donner raison à quelqu'un ou à quelqu'un d'autre ou à l'autre partie, c'est le juge d'instruction. Et c'est le juge d'instruction qui a signé la libération de Eza et puis de Messente Kokoroko. Le conseil des ministres pouvait dire, ou le chef de l'État pouvait dire qu'il va donner instruction au procureur de demander la mise en liberté provisoire. Là, c'est normal. Oui. Le procureur peut demander qu'on les libère. Oui. Maintenant, le juge d'instruction peut refuser. Le procureur demande qu'on libère et le juge... Il peut refuser. Le procureur n'est pas lié. Il doit motiver. Il peut... Oui, naturellement, non, on refuse, on donne la raison. Nous allons revenir tout à l'heure sur ce qu'on appelle aussi la liberté conditionnelle et on marque la pause. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Sur Victoire FM. Retour donc en studio, madame, monsieur, avec notre invité, maître Agbogan Célestin, avocat au barreau de Lomé et président de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Et ce matin, nous sommes en train de revenir sur les termes juridiques le plus souvent, mais qui ont trait à la justice, notamment la prison civile. Alors, nous parlons tout à l'heure de ce que c'est que la détention préventive, la garde à vue et la mise en liberté, ou disons la liberté provisoire. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on appelle liberté conditionnelle? La liberté conditionnelle, c'est également une forme de liberté provisoire, mais placée sous condition, conditionnelle. C'est-à-dire qu'on pose des conditions avant que vous ne soyez libéré. C'est-à-dire que c'est une mise en liberté qui est soumise à des conditions. On peut vous dire une liberté sous caution, c'est-à-dire que vous devez payer une certaine somme d'argent avant qu'on ne vous libère. Et provisoirement, c'est toujours une liberté provisoire. Ou bien, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Peut-être que c'est un bien libre, mais avec des restrictions encore. Avec des restrictions. Non, pas avec des restrictions. C'est-à-dire qu'il y a des conditions qui doivent déterminer, que vous devez poser avant de bénéficier de cette mise en liberté. Oui, et donc, c'est comme si pas de liberté aujourd'hui. On dit qu'il est en liberté conditionnelle. Oui. Ça veut dire quoi? Oui, pour lui, ça veut dire qu'il ne doit pas retourner au pays. On doit avoir un État qui doit l'accueillir.
Son cas, le cas de Gbagbo et de Charles Goudé, c'est ça, c'est la condition qu'on leur a posée. Et puis il y a d'autres formes de conditions pour que... Ils sont là-bas toujours jugés comment? Oui, ça il s'agit. En temps d'être... Puisque, bon, pas d'être jugé, parce que le problème se pose maintenant relativement à son acquittement. Maintenant, puisqu'il y a eu un appel, il y a eu appel de madame la procureure concernant son acquittement. Oui. Ça voudrait dire que lorsqu'il y a une décision qui sera rendue sur cet appel-là, qui a été interjeté, en ce moment-là, peut-être que la décision peut être autre. On peut infirmer ou confirmer la décision la chambre de première instance. Voilà. Donc, autrement dit, si la décision est infirmée, il revient. Il va revenir dans les géoles. Oui, absolument. S'il y a une décision contraire. Bien étayée. Oui. Donc c'est pour ça que... C'est la même chose pour tous ceux qui bénéficient donc de cette liberté conditionnelle. Oui, lorsqu'on dit la liberté conditionnelle, donc on pose une condition. Oui. Relativement souvent, très souvent au Togo, la condition c'est d'abord vous payez une caution et vous êtes libéré. Maintenant, il y a quelques restrictions où vous ne devez pas sortir du pays sans informer ou sans avoir l'autorisation du juge. Et vous devez comparaître devant le juge pour qu'il vous voie chaque fois par semaine ou bien chaque fois tous les deux semaines, une fois tous les 2 semaines. Ou bien un mois, etc. Oui, etc. Donc, voilà. Et dans ce cas, est-ce que c'est le procureur qu'on voit ou bien c'est le juge d'instruction qu'on voit ou bien qui est-ce qu'on voit dans ce cas, souvent c'est le juge d'instruction. C'est souvent dans le cas des dossiers ou des affaires pendantes devant le juge d'instruction qui a ça. Donc, sauf si c'est le procureur. C'est le même schéma aujourd'hui pour Messente Kokoroko et Joseph Eza. Oui, comme ils sont en liberté provisoire. Ils sont en liberté provisoire. Oui. Ça veut dire que ils ne doivent pas quitter le pays. Ah oui. Naturellement, ils ne doivent pas quitter le pays sans que le juge d'instruction ne soit informé. Parce que là... Oui, ils étaient 3 au départ. Voilà. Est-ce que leur 3e aussi est sous le même sceau? Oui, il y avait un certain Atou Fiacre, qui était interpellé également dans ce dossier. Oui. Et lui aussi, bien sûr. Oui. Lui aussi, il avait bénéficié d'une mise en liberté provisoire dans le temps. Et la demande concernait les 3. Malheureusement, on a gardé les 2. Et lui, il a été libéré. Il a eu la chance d'être libéré. Non, est-ce que c'est une chance? Il a tout fait pour noyer les autres. Il a menti dans le compte des autres. Il a inventé une histoire là. Non, ça c'est... Je suis dans mon dossier et c'est par rapport à mon dossier que je parle. Vous m'avez invité en tant que conseil. Oui. Donc il les a embourbés. Et aujourd'hui, bon, on l'a vu. Au départ, on ne le voyait pas venir. Après, on l'a vu sur une liste lors des élections législatives et il est élu député. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en réalité, les 3 doivent être jugés si le juge, à la fin, ne prononce pas un non-lieu. Si le juge envoie le dossier en jugement, les 3 doivent comparaître devant la juridiction. Mais lui, aujourd'hui, il est député avant de comparaître. S'ils doivent comparaître, on doit d'abord lever l'immunité parlementaire parce qu'il est député. Donc le 3e peut-être gars de Numbweke qui avait été aussi appelé, qui est député aujourd'hui. Il est député. Donc si on doit les juger, lui il est protégé par l'immunité parlementaire aujourd'hui. Donc si on doit juger, si les députés ne lèvent pas l'immunité parlementaire, il faut qu'on lève cette immunité parce que il s'est présenté en tant qu'indépendant, mais on sait quel type d'indépendant il est. Et donc finalement lui il ne sera plus jugé. Oui, parce qu'il a rendu service en quelque sorte. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur la tête. Alors, maître Célestin Agbogan, liberté conditionnelle, liberté provisoire. Maintenant, qu'est-ce que la grâce présidentielle? Quand est-ce que cela intervient? Oui, la grâce présidentielle intervient lorsque une personne qui a été jugée, condamnée, et qui commence par purger sa peine, en fait la demande, où, bon, le chef de l'État, c'est lui seul qui a le monopole, qui a ce pouvoir-là de donner une grâce présidentielle, estime que cette personne-là mérite d'être libérée et on le libère. Donc, le détenu peut exprimer, ou bien disons, peut formuler cette demande de grâce présidentielle au chef de l'État. Oui.
Et maintenant, il revient au chef de l'État d'user de son pouvoir ou bien de cette prérogative de le faire, de le gracier ou non. Oui, non. Ou bien, maintenant, est-ce que le chef de l'État lui-même peut décider aussi? Il peut décider aussi. C'est ce qui a été fait dans les présentes, en fait, tout dernièrement. Pour certains avant et pour d'autres par rapport la semaine passée de la coalition des 14 partis. Donc, c'est ce qui a fait. Donc, c'est lui seul qui peut le faire. Et il n'a pas besoin de justifier. Mais le Conseil supérieur de la magistrature aussi intervient par moment, non? Par rapport à la grâce présidentielle, ou bien ils n'interviennent pas dans ce dossier? Non. Je dis que c'est un pouvoir. C'est un monopole du chef de l'État. C'est lui seul. Et lorsqu'il accorde une grâce présidentielle, il n'a pas besoin de donner une raison. D'accord. Oui. Somme toute, et donc, vous êtes président de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Donc c'est la grâce présidentielle, il peut le faire, il n'a pas de raison à donner, mais la liberté provisoire, et je crois que ça c'est les juges qui signent le document. C'est rentré, enfin, c'est une manière de féoder la justice. Voilà, somme toute, Maître Célestin Agbogan, aujourd'hui, plusieurs militants de l'opposition sont libérés. Maître Apévon tout à l'heure disait que c'est vrai, c'est bien fait aussi, mais on aurait pu libérer tout le monde. Alors, en tant que président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, est-ce que ce n'est pas un pas significatif, un acte fort posé par le gouvernement? Oui, c'est un acte salutaire pour nous et pour ceux qui sont libérés. Là, vous devez parler plus fort maintenant, togolais. Un acte salutaire pour tous ceux qui sont libérés, oui, pour nous, mais pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont toujours en détention. Et je crois que le bon sens, ou bien comment le dire? La magnanimité du chef de l'État doit s'étendre sur d'autres. Oui. Et il faudrait, en réalité, que cela implique les autres aussi. Parce que pourquoi certains et pourquoi pas d'autres? C'est vrai que la grâce présidentielle, comme j'ai dit, il n'a pas besoin de donner des raisons. Mais lorsqu'on parle d'apaisement, mais est-ce que certains doivent être apaisés, d'autres ne doivent pas l'être, alors que nous sommes tous des citoyens togolais? Est-ce que certains sont plus, entre guillemets, criminels que les autres? Si on estime, parce qu'il s'agit des gens, des détenus politiques de toute façon. Et nous savons que tous pour ce qui les concerne, il n'y a rien qui puisse permettre de les mettre. Donc, à votre avis, on aurait pu libérer aussi les Foli Sativi et les Asiba Johnson? C'est des détenus politiques également. Nous avons vu les conditions dans lesquelles leur procès a lieu et les conditions dans lesquelles ils ont été condamnés. Et donc, leur mise en liberté également procède d'un souci d'apaisement. S'il y avait un souci total d'apaisement, c'est-à-dire que si on avait vraiment la volonté totale d'œuvrer pour l'apaisement. Vous savez, ces personnes-là, on devrait les libérer depuis et on aurait pu éviter, faire économie de certaines choses. Mais aujourd'hui, on les a maintenus, on les a finalement... C'est-à-dire qu'on libère les gens à compte-goutte, à compte-goutte. C'est comme si, bon, le chef de l'État, des gens crient, il n'entend pas. Et à un moment donné, lui-même, il dit que moi, là, je suis souverain, je ferai ce que moi, je veux, au moment où je veux. Je n'ai pas d'ordre à recevoir. Ce n'est même pas un ordre. Je n'ai pas de demande ou de sollicitation à recevoir de qui que ce soit. On ne peut pas lui donner ordre. Peut-être on ne lui donne d'ordre. Mais on dit ce qui est bon pour nous tous. En tant que chef d'État, il doit être à l'écoute des citoyens. Heureusement, il a été à l'écoute de certains. Mais, donc, vos requêtes formulées ont été entendues ou bien ont reçu un écho favorable. Bozambo, vous êtes certaines de vos requêtes. Bozambo, bonjour. Oui. Bonjour. Oui. Bonjour à notre invité. Oui, bonjour. J'aimerais poser quelques questions à notre maître. Deux au maximum. Oui, seul. Allez-y. J'aimerais te poser la question. Et vous avez invité une fois à assister au jugement des soldats qui ont tué nos peuples togolais au cours des manifestations. J'ai pas compris, s'il vous plaît. Vous avez une fois assisté le jugement des soldats qui ont tué les gens au cours des manifestations. D'accord, bien noté. Et il vous répondra dans un instant. 22 21 80 99 92 02 80 63. Vous avez une question? Allô? Oui, bonjour Joachim. Oui, bonjour Jacques. Salut maître. Bonjour. Bon, je veux connaître quelque chose. Est-ce que c'est les mesures d'apaisement que la CEDEAO avait demandé dans sa fameuse feuille de route qui a commencé, ou bien c'est quoi? Si c'est ça, pourquoi on ne libère pas tout le monde?
Mais est-ce qu'ils vont faire les réformes comme l'expert sénégalais l'avait rédigé, ou bien ils vont le faire comme ils sont en train de laisser les gens en compte-gouttes? Bon, par rapport à la préoccupation concernant les réformes, je pense que Maître ne serait pas en mesure de pouvoir vous répondre, mais concernant la première préoccupation, le premier volet de vos questions, il répondra parce que nous ne parlons pas de politique ce matin. Et nous allons accueillir M. Gado. Bonjour. Bonjour M. Joachim, bonjour Maître. Oui. Bonjour. Bon, voilà, la Centrafrique. La France a tellement pillé la Centrafrique. Heureusement que la France a laissé seulement le drapeau de ce pays. Bon, maintenant, la France est devenue, le Togo peut être devenu bon élève de la France. Est-ce qu'on ne doit pas s'inquiéter? Parce que quand la France félicite un pays, c'est que le pays est en danger par le pillage de la France. Oui, s'il vous plaît, M. Gado. Oui. Oui, ces questions n'ont pas trait à ce dont nous parlons, s'il vous plaît. Vous êtes parti un peu à côté, souffrez qu'on ne puisse pas prendre en compte vos préoccupations. Restez dans le sujet, s'il vous plaît. Monsieur Ali, bonjour. Bonjour, M. Joachim. Oui. Bon, moi, je serai dans le sujet. Hein. Et posez la question, s'il vous plaît. Et, maître, moi, je vais poser une question, l'avocat, là. Il y a quelque chose qui s'est passé à Mango. Ils ont accusé une dame comme quoi elle est sorcière. Jusqu'à 3 individus l'ont tué, enlevé son intestin. Maintenant, la prise de 3 personnes en flagrant de lit, dont les a dépérés en prison civile de Mango. Aujourd'hui, on ne fait pas leur jugement, mais le procureur local qui est à Mango, il est en train de, comme ça, avec le juge, prendre des commissions, ils sont en train de libérer d'autres personnes. Bon, les parents de la victime, ils sont embarrassés. Donc, dans ce cas, moi, je voudrais que, du moment où on tue un citoyen dans leur son intestin, c'est cette catastrophe de le jour. Et au même moment, on a incarcéré ces individus et en complicité, les juges qui sont là-bas, ils font des commissions en disant ça, ce n'est pas bon. D'accord. Dans ce cas, je veux que, en droit, qu'est-ce que ça peut... Bon, c'est pas... Ok, il vous répond dans un instant, monsieur Ali. Et nous allons prendre maintenant le dernier intervenant sur le 22 21 80 99 et ce sera bouclé pour les coups de fil. Allô? Voilà, là, on nous signale qu'il n'est pas là. Oui, prenons en compte le cas de monsieur Ali. Il dit, voilà, 3 individus, 3 énergumènes, je peux le dire ainsi, ont tué une dame prétextant qu'elle est sorcière et puis ils lui ont enlevé l'intestin. Arrêtés, ils sont en prison, jetés en prison, mais ces temps-ci, on constate que ces jeunes sont en train d'être libérés. Et là, le monsieur ne voudrait pas le dire, peut-être, est-ce que la corruption serait passée par là? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Vous et moi, nous n'avons pas la preuve. Celui qui parle même, il ne peut pas nous rapporter la preuve qu'il y a une corruption. Parce qu'il parle de corruption, tout ça là. Et il faut connaître le dossier pour savoir ce qui se passe. Les parents n'ont qu'à aller demander au juge pourquoi il libère. Il va vous dire, il va leur dire. Parce que, je vous ai dit, et tout à l'heure, lorsque la personne est en détention préventive pour une faute qu'il a commise, à un moment donné, lorsque le juge estime qu'il n'y a pas de nécessité, et ça dit qu'il n'est pas nécessaire que cette personne-là soit gardée, et la détention n'est plus nécessaire pour la manifestation de la vérité, il peut ordonner sa mise à liberté provisoire. Maintenant, il faut aller dans le dossier pour savoir ce qui motive cette demande-là. Ça peut se faire sous caution. Maintenant, si on dit sous caution, ce n'est pas une commission comme les gens attendent. La caution, ce n'est pas pour le juge. Ah, d'accord. C'est pour la justice, c'est pour le tribunal, ou c'est pour l'État, justement. C'est pour l'État. Donc, la caution, c'est pour l'État? Oui, ça dépend. Si c'est la caution... Je me rappelle bien, si c'est la caution, monsieur Sobertin Agba, dans ce pays, il avait versé une caution de 150 millions. Voilà. Alors, donc, c'est pour l'État, pour le trésor public? Oui, c'est pour le trésor public. Lorsque cette caution-là, c'est pour représenter. C'est-à-dire que c'est une garantie de représentation. Ça peut être une garantie de représentation. Ça peut être, en ce moment, c'est pour l'État. Ça peut être une avance, entre guillemets, et pour réparer une partie du préjudice subi. Ça dépend des cas. En ce moment, la caution est versée à la partie civile. C'est-à-dire que le plaignant. Donc, dans de tels cas,
Je ne sais pas. Il faut nécessairement s'approcher du juge pour avoir pour savoir pourquoi il libère. Donc il ne faut pas crier. Oui, les personnes qui ont été libérées la dernière fois, est-ce que c'est dans le cadre des mesures d'apaisement préconisées par la feuille de route de la CEDEAO? Bon, le gouvernement dit les mesures d'apaisement. Oui. La poursuite des mesures d'apaisement, ils l'ont bien dit. Ils l'ont dit la poursuite, ça veut dire qu'il y en aura. Donc quand il y a de la poursuite, ça veut dire que c'est par rapport aux mesures d'apaisement qui ont déjà démarré dans le cadre de la feuille de route. Et donc on peut le supposer. Et on demande pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt et qu'il faut attendre. Parce qu'en réalité, ces mesures d'apaisement étaient nécessaires pour que les élections législatives s'organisent dans de bonnes conditions. Et que maintenant, tout le monde puisse y prendre. Lorsqu'on le fait à titre posthume, je me demande si ce n'est pas médecin après la mort, mais est-il que la liberté c'est quelque chose de cher, et c'est ça le principe même, que les personnes soient en liberté. Oui, on juge actuellement des gens qui ont commis des délits, peut-être des crimes au cours des manifestations politiques dans le pays. Oui, au cours de ces mêmes manifestations, on a su que des soldats ont été tués et aussi des gens ont également été tués à balles réelles. Avez-vous une fois assisté à un procès des soldats qui aurait tiré peut-être sur les manifestants? C'est ça qu'on appelle la justice de 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que les plus faibles sont poursuivis et condamnés même à tort. Et ceux qui sont forts et ceux qui protègent le régime et qui tuent d'honnêtes citoyens, on les laisse en liberté, on ne les inquiète guère. Ce qui fait que l'impunité dans notre pays est érigée en règle, un système, en règle de gouvernement. Non, la question est de savoir. C'est pour dire on ne poursuit jamais ces gens-là pour organiser leur procès. Mais ils ne sont pas poursuivis. Pour les élèves qui avaient trouvé la mort à Dapango dans le temps. Moi, je ne l'ai pas appris. Vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste. Si on a jugé cette personne-là, vous serez au courant. Moi, je ne suis pas au courant. Moi, je peux ne pas être au courant. Mais en tant que journaliste, vous pouvez être au courant. Ça, c'est vrai. Moi, je ne suis au courant d'un dossier que je gère ou que vous, en tant que la presse, vous nous informez. Ces personnes n'ont jamais été jugées. À ce que je sache. Sauf si on les a jugés en clandestinité. Comment on peut juger en clandestinité? La justice doit être publique. Oui, bien sûr. Surtout qu'il y a des victimes qui sont connues de tous, tout ça là. Donc, ces personnes n'ont jamais été jugées. Je crois que cette personne qui pose la question, il sait bien que ces personnes n'ont jamais. Donc, il veut quand même qu'on le dise. Il faut qu'on condamne l'impunité qui est dans notre pays. Et là, qui doit prendre les décisions dans ce cas, ce genre de situation? En réalité, le procureur peut ouvrir une information. Oui. Le parquet, dans les villes. Quand le Togolais trouve la mort. Devant les tribunaux. Oui, on doit ouvrir une enquête. Peut-être le petit enfant tué, le petit mécanicien tué le 8 décembre dernier, une instruction ouverte. Vous suivez ce dossier de près, peut-être? Oui, ce dossier-là, on le suit de près. On a déjà interpellé des gens? Non, pas encore. Et le procureur nous a dit qu'il va ouvrir une information. Et à l'heure où je vous parle, je ne sais pas encore. En tout cas, je ne suis pas encore informé que l'information ait été ouverte, puisque personnellement, je me suis constitué dans ce dossier pour défendre la famille victime. Maître Agbogan Célestin, vous avez aidé les Togolais à comprendre un certain nombre de choses, mais est-ce que vous encouragez les Togolais à faire confiance en leur justice? Oui, les Togolais doivent faire confiance en leur justice, nécessairement. Et parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous avons des juges, des magistrats chevronnés, compétents à leur matière, qui savent dire le droit. Eux tous. En tout cas, je n'en connais pas. En tout cas, le juge Akapovi Gamato a dit récemment que tous les magistrats doivent dire rien que le droit. Mais dans tout corps, il y a des brebis galeuses. Oui. Et surtout, lorsqu'il s'agit de dossiers à caractère politique, les juges sont méconnaissables. Les juges, la plupart sont méconnaissables. Quand il s'agit de dossiers politiques, vous les connaissez, ils rendent de bonnes décisions. Ils ont l'habitude de rendre de bonnes décisions. Mais quand il y a un caractère politique, mais vous dites que c'est lui. Vous n'arrivez pas à les reconnaître. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que la justice n'est pas vraiment indépendante dans notre pays. Et il va falloir que nos magistrats affirment leur indépendance. Oui. Parce que ce n'est pas l'institution en tant que justice qui est indépendante, mais c'est les individus qui animent le système qui doivent affirmer leur indépendance. Merci beaucoup, Maître Agbogan Célestin. Merci d'être venu chez nous. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, madame, monsieur. Merci à vous tous qui nous avez reçus 5 sur 5 sur la 96.3 Victoire FM. Et merci également à nos confrères ou nos amis de la Gazette du Togo.com. Je fais allusion donc à Idelphonse Akpaki. D'ailleurs, le journal La Gazette, le journal en ligne, la Gazette du Togo.com, fête son anniversaire demain. Il s'agira de la 3e
flamme bougie. Commémoration donc du 3e anniversaire de la galerie du Togo.com. C'est demain mardi 5 février 2019. Une main d'action de grâce nous renseignons et de remerciements au Seigneur à midi 15 est déjà prévu. Et ce serait à la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Bec-Likame. Alors vous tous qui aimez lire, vous tous qui aimez regarder les vidéos sur cette chaîne, vous êtes invités donc à cet anniversaire pour que nous disions merci à l'Éternel. Alors merci à vous tous qui nous avez reçus chez vous. Coucou le Parisien. Merci infiniment et bonne journée à toutes et à tous.